Chapitre 15. La tempête. Fin de matinée, en approche du Massif central. Le ciel ne s'assombrit pas d'un coup. Il se referme, lentement, comme une main qui se crispe. Le vent a changé de texture. Il est plus haché, plus nerveux. On ne le voit pas, mais on le sent dans la façon dont la nef frissonne par petites saccades, dans les cordages qui vibrent un peu plus aigus. On reste dessus ? Demande Mira, la main sur un levier d'auxiliaire. Moi, je suis dans la soute, et j'entends encore distinctement ce qui vient de la cabine en dessous. Tant qu'il ne nous crache pas des éclairs en pleine figure, oui, répond Eric. On cherche Nimbus, pas un ciel de carte postale. La première secousse arrive sans prévenir. Pas une grosse, juste un soubresaut qui fait danser les mousquetons, teinter les outils suspendus et me cogner légèrement l'épaule contre la rambarde. Turbulence en approche, annonce calmement Valten. Nerf, fait papa, sans le regarder. Auban vérifié, voile prête à se réduire, on tient encore. Soute. Sa voix monte vers moi. Je prends une inspiration, comme Tibor me l'a appris, et pose la main sur le petit panneau de renvoi des jauges. Pression stable, diaphragme dans les normes, B6 chatouilleuse mais rien d'anormal. Je marque une pause. Je dois commencer à forcer la voix. À ce rythme, on ne communiquera bientôt que par l'intercom. Le Zef n'aime juste pas trop ce vent-là. Je sens presque Meridan acquiescer derrière moi, même s'il ne dit rien. Il reste près des diagnostics, yeux mi-clos, comme s'il écoutait la nef par les oreilles du métal. La deuxième secousse est plus sérieuse. Le Zef bascule légèrement sur bâbord, puis se rattrape. Les voiles claquent, une fois. On entend le gémissement long des haubans. Farce lâche un juron discret qu'il avale aussitôt. « Réduis un peu sur l'aile tribord », ordonne papa. « On ne lutte pas contre la tempête, on fait avec. On la laisse nous frôler. » Mira s'exécute. Ses gestes sont mesurés, épaules bandées, mais fermes. Elle sait ce qu'elle fait. On sent la nef s'ajuster, se tapir un peu sous le vent, au lieu de lui présenter le flanc. Aucun des membres d'équipage, habituellement en goguette pour ajuster les voilures extérieures, n'est resté dehors. C'est du sérieux. J'ai déjà vu certains de ces néfiers rentrer trempés après une averse de grêle, le sourire aux lèvres ajoutant un « ça, c'en était une bonne !» avant de ressortir avec un paquet de câbles. L'horizon disparaît peu à peu. Les nuages ne sont plus des formes distinctes, mais un mur. Un mur gris foncé, presque violet, qui monte jusqu'à l'invisible. Des trombes de pluie tombent autour de nous, comme des rideaux semi-transparents. Entre deux strates, j'aperçois vaguement le relief du massif central. Des bosses, des cicatrices, des ombres. On dirait que le ciel a décidé de se poser sur la terre. Dans la soute, le bruit est intenable, les cuves ronflent, les moteurs à l'arrière compensent à mort, et surtout, le ciel qui s'abat sur nous transforme mon abri de toile composite en un tambour gigantesque, frappé par 1 million de minuscules musiciens fous. « Ça sent l'enclume !» hurle Nerf. Je ne sens rien, moi, à part l'odeur familière de la nef. Mais lui, il a passé sa vie à lire les courants au-dessus des falaises. Si lui dit que ça sent l'enclume, c'est que l'orage est sérieux. Un premier éclair rampe dans la distance, silencieux, horizontal, comme une faille de lumière. On compte tous dans nos têtes. 1, 2, 3, 4. Le grondement nous atteint, monumental, un géant qui se retourne dans son sommeil. « On y va !» hurle-t-il dans l'intercom. « On ne contourne pas, plus le temps. On reste haut, on garde les moteurs au minimum en poussée, à bloc sur la stabilisation. On ne cherche pas à le traverser, on le laisse passer à travers nous. Restez à vos postes, verrouillez bien vos harnais, pas de déplacement inutile à partir de maintenant. » Le Zef s'enfonce dans le gris. Le monde se rétrécit à la nef, monde à la soute. Je regarde Meridan avec un air probablement apeuré. Il hoche juste la tête. C'est le regard d'un type qui a tout vécu, tout souffert, qui me dit qu'il n'y a rien de plus à faire que son job, juste son job. Ensemble, on entame le tour des cuves, harnachés comme jamais, secoués comme dans une de ces machines pour laver le linge, sauf que celui qui pédale a mangé un lion et est très, très pressé qu'on soit propre.
Dehors, tout devient lait sale, veiné de noir. On ne voit plus la terre, plus la Loire, plus les repères, juste ce mur mouvant qui nous entoure, qui nous avale. Les navelunes affichent un relief lacunaire, trouble. Un coup de vent par le dessous, le zèph remonte brutalement, comme un bouchon de liège. Tout le monde se tend, les mousquetons claquent, mes genoux amortissent le choc, mon harnais encaisse le reste. Corrige, pas trop, lance papa. J'imagine Valten qui ajuste la barre, Mira qui touche au stabilisateur tout en douceur. La nef tremble. Pas de peur, de concentration. Je fais de mon mieux pour appliquer ce que Tibor m'a enseigné. Mais c'est trop. Il y a trop de bruit, trop d'angoisse, trop de secousses. Je cherche le regard de Méridan. Une nouvelle secousse, plus brutale, nous tord sur tribord, puis nous rejette vers bâbord. Les cuves réagissent avec un léger délai, le temps que l'hélium se redistribue. Je sens la B4 grogner dans ma cage thoracique, ou la B5, ou les deux. Ça tangue sérieusement, vraiment sérieusement. J'étais pas prête. J'aurais jamais dû être nommée maîtresse de soute, même en formation. Soute hurle Eric. Je ferme les yeux une seconde. Je tends l'oreille intérieure. J'entends rien, ou trop. C'est la merde. Méridan me regarde et secoue la tête. Il hurle, lui aussi pour se faire entendre. Ça sert à rien. C'est impossible comme ça. Méridan attrape une sangle et se penche légèrement vers les panneaux diagnostiques. Surveille bien les lignes 2 et 3. C'est là que ça plie en premier dans ce genre de temps. Je sais, je lui hurle en retour. Puis je me corrige. Enfin, maintenant je sais. Un éclair tombe. Cette fois-ci, assez proche pour que toute la soute en blanchisse une fraction de seconde. On a l'impression de voir le squelette du ciel. Plutôt celui de la nef, immense cage thoracique du monstre qui nous porte. Un monstre qui a l'air d'être lui-même aux prises avec un monstre infiniment plus gros. Le tonnerre explose presque en même temps, un craquement sec, énorme, suivi d'un grondement qui roule jusque dans nos semelles. Radio et radar off, toutes antennes pliées, on est aveugle, annonce Valten. Le temps perd sa forme. On ne sait plus si ça fait 5 minutes ou 1 heure qu'on encaisse rafale sur rafale. Le bruit du vent, de la pluie, des cordages et de l'hélium qui travaillent finissent par se mélanger. Ça devient une seule respiration, haletante, obstinée, celle du zèph qui refuse de se laisser retourner. Petit à petit, nos corps se calent sur le mouvement. On anticipe les à-coups, on fléchit les genoux avant les secousses, on s'agrippe juste au bon moment, pas trop tôt pour ne pas se fatiguer, pas trop tard pour ne pas s'écraser. Je guette les lumières du panneau de contrôle comme une grand-mère veille sur ses petites filles. Honnêtement, c'est comme regarder les feux des affamés de la course interminable, le chaos. Au bout d'un temps, je me rends compte que c'est surtout Méridan que je surveille. C'est mon panneau de contrôle à moi. S'il tient, c'est que ça va. Les lumières ne disent rien de trop grave. Je comprends soudain pourquoi autant de contes parlent de tempête. Ce n'est pas seulement beau ou effrayant. C'est une question posée au monde. Tu veux vraiment être là ? Tu es sûr de toi ? Presque d'un coup. Comme si le monde avait décidé de nous recracher, tout se calme. Il fait moins sombre. La pluie frappe moins fort sur le tambour de la soute. Les éclairs semblent loin. J'entends à nouveau mon zèph. Je respire un peu mieux. Méridan essuie ses énormes sourcils. Le plus gros est passé. Un choc différent passe. Ce n'est plus le vent, ni la pluie. C'est une vibration plus sourde, plus métallique, qui remonte par le plancher, par les parois, jusqu'à mes dents. Je fronce les sourcils. Ça, c'est pas dehors, murmurai-je. Un voyant orange clignote maintenant rouge sur le panneau principal. Une petite lumière qui claque comme une langue agacée. Ligne 3, circuit secondaire d'hélium. Puis un autre, et encore un autre. Je sens mon cœur accélérer. Soute ? La voix de papa fend le bruit. Le zèph gîte à tribord. On a un problème, dis-je. Diagnostic en cours. Méridan s'est déjà rapproché, main posée de part et d'autre du panneau, yeux fixés sur les chiffres qui dansent. Grincheux. Ouais, mais très grincheux, grommelle-t-il. Une nouvelle secousse, plus longue, fait hurler les haubans. La nef descend brutalement d'un étage d'air, puis remonte tout aussi vite. Mon estomac reste coincé quelque part entre les deux. Je sens le sang quitter mes joues. Ligne 3, rouge, annonçai-je.
la gorge sèche. Ça ne crie pas, ça ne hurle pas, aucun klaxon ne se met en marche. Il n'y a que ce rouge-là, minuscule et absolu, au milieu du gris. Méridan jure à mi-voix. Fuite possible, ou diaphragme en vrac, ou... Il ne finit pas. Je me concentre de toutes mes forces, glisse jusqu'à la ligne défectueuse. Allez, Lessia, montre ce que tu sais faire. Rends Tibor fier de toi. Écoute, petite renarde. Je déglutis. Mes mains tremblent un peu en vérifiant mon harnais, mes mousquetons. Le Zef gémit, quelque part dans ses entrailles. Un son trop long, trop profond, comme un animal qui comprend qu'on va lui demander l'impossible. Puis le rouge clignote une dernière fois sur le visage lointain de Méridan. Sous mes doigts, je sens les cuves qui vibrent, j'entends l'air qui siffle. J'arrive pas à savoir d'où ça vient. Je tente de corriger les valves comme Tibor me l'a montré, et tout bascule. Une secousse. Pas la plus forte, mais la plus traître. Celle qui trouve l'angle précis où la nef n'a plus assez de prise pour répondre. Les cuves hurlent, la B6 tousse, la structure entière semble hésiter une seconde entre continuer le combat ou céder enfin. Elle cède. Le plancher saute sous mes pieds, le monde bascule vers l'avant, mes mousquetons ripent, Méridan m'attrape par le harnais, juste assez pour que je ne traverse pas la soute. Ou peut-être que je l'imagine, j'en sais rien. Tout va trop vite, trop blanc, trop serré. Un bruit monte, un grondement de terre, de ciel, de métal blessé. « Eric !» hurle quelqu'un. « Moteur coupé ! Posez ! Posez !» Le Zef plonge, une descente sèche, brutale, un coup de poing du ciel. Le vent devient un mur, les lumières vacillent, la nef crache un dernier soupir. J'ai l'impression de flotter, je flotte. Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Et soudain, le choc. Pas celui de mourir, celui de toucher terre. Une dernière pensée traverse ma tête, minuscule. On a atterri. Vivant. Je crois. Le silence frappe plus fort que tout le reste.